Et pour terminer, nickel! Bonjour à tous, ici Mayolek pour une toute nouvelle vidéo, ma toute nouvelle demeure. Voilà, j'ai déménagé donc très récemment. Voilà l'endroit où j'enregistrerai mes vidéos à compter de maintenant. Voilà, donc j'ai pris mes marques, je pense que ça va bien. J'espère que vous appréciez le nouveau cadre. Moi, ça me plaît bien. Je J'en suis encore au stade où je dois faire encore les détails, etc. Peut-être que l'angle sera un peu différent par la suite, peut-être que j'essaierai de faire en sorte de baisser la caméra ou quelque chose comme ça. On verra bien au fur et à mesure. Pour l'instant, je suis plutôt content de là où j'en suis. Hein, je trouve que ça va être acceptable pour une première vidéo, sachant que c'est pas non plus un Disney film, donc ça devrait le faire. Hein, j'espère. Quoi qu'il en soit, on est là pour faire une mise au point et on va poursuivre ce que j'avais lancé la dernière fois autour de l'humour, en parlant d'un nouveau type d'humour qui a tendance à me poser problème depuis quelque temps, l'humour mesquin. Voilà, c'est cet humour qui repose sur le fait que tel personnage se comporte comme un trou-duc et certaines autres personnes en pâtissent d'une certaine manière. Et c'est drôle parce qu'on se dit oh mais quel enculé celui-là. Et à nouveau, tout comme l'humour qui repose sur des personnes stupides, ça peut très bien marcher. Il y a beaucoup de personnages de méchants, notamment Disney, puisqu'on parle de Disney, qui reposent sur cet humour-là, sur cet humour je prends les gens pour de la merde, et ça les rend assez drôles sur le principe. Jafar est très drôle à ce niveau-là. Hades aussi a cette particularité-là un petit peu, et plein d'autres cas de ce genre-là. Je sais que je me souviens plus du film, mais Jack Nicholson a joué un très bon personnage de Trouduc, très drôle sur le principe. Alors le problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est que c'est super quand ça tourne autour d'un, voire deux personnages. Parce que voilà, c'est genre l'enculé de service qui se démarque par rapport à ça des autres personnages. Par contre, il y a énormément d'œuvres depuis une dizaine, une quinzaine d'années qui reposent majoritairement sur le fait que à peu près tout le monde est un trou-duc. C'est un peu le problème que j'ai maintenant avec ce genre de cadre parce que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Et vraiment beaucoup de mal. Je pense que ça s'est beaucoup entamé pour moi avec la série Caméra Café. Je ne sais pas si vous connaissez la série Caméra Café qui reposait beaucoup sur le lieu de travail aux différentes personnes. Mais plus ça allait, plus les sketchs de cette mini-série sont devenus des sketchs assez mesquins sur le principe. Avec énormément de personnages qui se comportaient comme des connards envers tel autre personnage. Et puis c'est souvent les mêmes, c'est souvent les deux soit les deux persos principaux qui reviennent souvent qui s'en prennent aux plus faibles, soit le gros loupard de service qui s'en prend aux autres. Et plus ça allait, plus on voyait ce genre de dynamique, de trou-duc qui faisait des vacheries envers l'un envers l'autre. Et je sais pas, il y a un truc en moi qui s'est cassé à un moment donné par rapport à ça, qui me s'est dit en quoi c'est drôle. En quoi c'est drôle de voir continuellement des connards se comporter en connards envers des pauvres types qui ne le méritent pas et qui, euh, qui n'en pâtissent pas, qui continuent leur vie comme si de rien n'était et tout et tout. Et je me suis dit, ouais. Et d'autant plus que oui, c'est une partie de ces personnages-là, on est censé être légèrement attaché à eux, mais vraiment sincèrement attaché à eux. C'est censé être nos persos principaux, nos protagonistes, nos héros, entre guillemets. Et je me dis, mais non, je peux vraiment pas. Et ça en est suivi tout un tas de séries en tout genre qui ont suivi cette même formule-là et dans lesquelles j'ai eu énormément de mal à rentrer parce que ça reposait encore et toujours sur le même principe. Un ou plusieurs pauvres types qui n'ont rien fait de mal en soi et qui se retrouvent complètement démoralisés, cassés, détruits, emmerdés par les connards qui passaient par là et c'est le ressort comique de la chose. Il n'y a pas de
il n'y a pas de morale à en tirer ou quoi que ce soit, ça ne s'arrange pas pour les pauvres gars qui subissent ça, c'est juste, voilà, les connards se comportent en connards envers les pauvres gars, et comédie. Et j'en sais rien, là où, dans le cas de Jafar par exemple, ou de Jack Nicholson, euh, c'était repris, c'était le gars qui se démarquait, et au final, vers la fin, on montrait que c'était pas un bon état d'esprit à avoir. Un personnage que j'aime bien aussi dans ce genre-là, et que j'ai dans mon catalogue, Dr House. Lui aussi, il a un humour très trouduc par moment, mais on montre bien que ce type est pas une personne qu'on aimerait être. C'est pas la personne qui a une vie géniale, qu'on envie et tout. C'est clairement pas le cas, et ça crée du drame autour de ce statut-là qui est très bien foutu. Quand on pointe le fait que la personne qui se comporte en trouduc n'est pas une personne à suivre, quelqu'un qui s'en tire bien, etc., il n'y a aucun problème avec ça, ça peut créer du bon drame, etc. Mais quand on essaye de garder ça comme un statu quo, tel connard fait telle vacherie à tel pauvre type, répétons ça ad nauseam et puis rien ne change, je me dis, merde, non merde, je pourrais vous en citer des tonnes d'exemples comme ça. Je pense que ce qui a lancé cette tendance, c'était pas vraiment un caméra café, c'était South Park, qui repose sur beaucoup d'humour très politiquement incorrect. Et parmi cet humour politiquement incorrect, il y avait pas mal de moments où on avait ce personnage d'enculé qui s'en tirait tel quel. C'était un peu subversif pour l'époque, mais pour je ne sais quelle raison, maintenant il y a énormément de séries, que ce soit animées pour adultes ou même live action, qui reprennent ce statut de tiens, on suit des connards. Et c'est drôle parce que ce sont des connards. Et je sais pas, pour moi, ça s'épuise vite. Ça s'épuise vite quand c'est juste ça. Hein, et que ça va pas plus loin que ça. C'est mon gros problème avec ça. Et je pourrais vous en citer des tonnes de séries qui reposent là-dessus. Notamment, il y a une petite seconde, Misfit, j'en ai déjà parlé. Misfit repose entièrement sur le principe que on suit 5 personnages qui sont pas des enfants de cœur, mais vraiment tout le contraire, et on est censé être attaché à eux alors qu'ils se comportent comme des sales cons durant la très grande majorité de la série, enfin de la première saison. À nouveau, je n'ai suivi que la première saison. Et je me dis, ouais, ça s'épuise très vite. Au bout d'un moment, ce que vous essayez de faire passer pour de l'humour, pour moi, vous me forcez à suivre 5 connards que je ne supporte pas, et vous essayez de me faire m'attacher à eux d'une certaine façon, et je me dis non, non, ce sont des connards, j'ai pas envie de m'attacher à eux. Et quand vous créez un cadre où on ne s'attache à aucun personnage, tout ce que j'ai à dire, c'est que je m'en fous. Je m'en fous royalement. Au bout d'un moment, j'en ai rien à foutre, et ça devient une plaie de suivre ça. Cette première saison, c'est ce qu'elle représente pour moi. Récemment, j'ai vu la série Big Mouth sur Netflix, une série qui partage un peu les gens, et je peux très bien comprendre pourquoi, parce que pour moi, elle est passable. Le problème que j'avais avec ça, c'est que, en dehors du fait que ça repose beaucoup sur de l'humour dégueu qui va loin, j'avais tellement peur que ça suive le même cadre que énormément de séries populaires pour adultes de nos jours, c'est-à-dire le fait est qu'on démontre que chaque personnage est un trouduc et ça va reposer là-dessus, sur qui se comporte le plus en connard, etc. Et ben non, en fait, une chose que j'ai bien beaucoup appréciée, qui m'a fait un peu entrer dans cette série, j'ai vite décroché sur certains points après ça, mais c'est le fait que, malgré le fait qu'on essaye d'être subversif et tout, on ne crée pas des persos principaux qui sont des trouducs. Ce sont des mecs gentils qui pensent un peu aux autres, qui comprennent un petit peu ce par quoi passent les autres, qui prennent pas plaisir à se comporter comme des connards pour faire chier les autres, juste parce que ça les fait rire ou parce que ça les avantage un tout petit peu ou quoi que ce soit. Non, c'était des gens qui se comportaient très gentiment envers leurs proches, envers les gens en règle générale. Et c'est ce genre de truc qui m'a fait dire, ok, j'ai envie de suivre un peu cette série. Bon, après, tous les trucs subversifs que j'ai pas aimé, le côté dégueu, très rapide, un peu facile, il y a des délires n'importe quoi-tesques qui ont fait que... Ouais, mais
mine de rien, c'est ce petit truc-là qui a fait que j'ai été légèrement pris de temps et que j'ai voulu suivre la première saison jusqu'au bout. Alors, je suivrai peut-être la deuxième, je ne sais pas. Je suis même pas sûr je suis même pas sûr qu'il va y en avoir une deuxième, mais voilà, c'est ce genre de truc qui me fait dire qu'on peut créer du subversif sans créer des personnages qui sont des trous-ducs. Et sincèrement, l'humour mesquin, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on doit. C'est pas un cadre qu'on doit instaurer pour moi. Ou alors, faut pas en faire principalement de l'humour. Faut montrer que c'est quelque chose d'affreux. Faut pas juste dire ah, regardez, c'est drôle, tout le monde est un con. Non, c'est pas seulement ça à ce moment-là. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans Doctor House, et avec le personnage de Jack Nicholson, je ne me souviens plus du titre du film, vous l'aurez en écriture et dans la vidéo. Mais voilà, l'humour mesquin peut être bien fait, mais quand ça devient juste un cadre ou qui devient juste une excuse pour la comédie, ben pour moi ça tombe à plat. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé d'adaptation? Eh bien, on va en reparler. Bon, avant de commencer le sujet sur lequel j'aimerais me lancer, j'ai vu rapidement, j'ai survolé la dernière vidéo de Michael J. Et l'impression que ça m'a donné, c'est clairement quelqu'un qui s'acharne pour essayer de prouver son point de vue, dire ah non, mais il faut plus juger une adaptation par sa fidélité. Et ça se voit avec certains des exemples et le ton qu'il prend. Et je sais pas, c'est que cette espèce de façon de considérer Death Note, la franchise Death Note comme morte parce que les fans sont des mecs complètement pushés qui peuvent pas accepter le changement. Voilà, pour moi. D'ailleurs, son dernier exemple sur Death Note, le film japonais, ouais, hein, en tant qu'adaptation fidèle, j'ai vu beaucoup plus fidèle que ça. Hein, en tout cas, le premier film reprend clairement pas toute l'histoire du manga ou de l'animé. Hein, ça fait des changements clairs. Donc, je sais pas si on peut appeler ça une adaptation fidèle en dépit de la qualité de l'œuvre ou non. Hein, ça, c'est une question de point de vue pour moi. Oui, parce que je pense toujours que pour moi, il n'y a pas de vraie objectivité. Contrairement à ce que certaines personnes semblent encore penser quand je vois certains de mes commentaires. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, cette petite mise au point sur l'adaptation vient du fait de certains commentaires qu'on m'a fait récemment. Et ça va, malgré tout, malgré ce que je viens de dire sur Michael J, plutôt dans sa direction. Donc, voilà, hein, si vous pensez que je suis là pour m'acharner sur Michael J, non, parce que je vais être assez d'accord avec lui sur un certain point. Juger la qualité d'une œuvre n'est pas forcément lié par rapport à la qualité de l'adaptation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et lorsque il y a un certain point dans l'œuvre qui nous pose problème, le fait de dire ah mais c'était comme ça dans l'œuvre de départ, ben je suis désolé, non. Alors, soit c'était mieux fait dans l'œuvre de départ et ici c'est complètement mal fait, soit c'était mal fait dès le départ dans l'œuvre de départ. Et à ce moment-là, c'est un problème, que ce soit dans l'adaptation que dans l'œuvre de départ. Et on m'a fait cette remarque-là pour 2-3 points, notamment un sur Peter Pan, lorsqu'on m'avait dit que le coup de l'ombre, ça fait partie de l'adaptation de l'histoire de base, c'est pour ça qu'elle y est et tout, et sans doute, peut-être que ça joue là-dessus dans le livre de départ de Peter Pan, mais dans le film animé, je suis désolé, ça ne joue aucun rôle. Ça ne joue aucun grand rôle, à part trouver une excuse à la con pour que Peter Pan vienne retrouver Wendy. C'est ça joue que ce rôle-là. Mais je suis désolé, hein, par rapport au film, ça n'amène à rien, c'est pas super bien fait. Peut-être que dans le livre de départ c'est bien amené, peut-être qu'on joue bien là-dessus, mais dans le film, pour moi c'est pas super bien, on joue pas super bien là-dessus. Très sincèrement. Et donc à ce moment-là, oui, peut-être que c'est un truc qui est bien repris dans l'adaptation, mais ouais, mais étant donné que que l'adaptation n'est pas 100% fidèle au matériau de base, ça passe pas très bien dans cette adaptation-là. Et on m'a fait la même chose très récemment avec ma critique des 100 Dalmatiens sur le fait que mais attends, le petit chiot qui manque de mourir au début du film, c'est dans le livre de départ, waouh. Je m'en branle, mais sincèrement je m'en fous. Je sais pas comment c'est
agencé dans le livre de départ. Peut-être que c'est bien amené, peut-être que ça crée vraiment du drame, mais là, pour moi, c'est du drame de merde. C'est du petit drame rapide de merde sans intérêt où on dit tiens, oh mon dieu, c'est horrible, le petit chiot est mort-né, mon dieu, c'est triste, etc. Il y a le. Il y a Roger qui le frotte pendant 5 secondes. Ah, mais c'est bon, il est vivant. Wouh. Non, non, je suis désolé, c'est nul. C'est du drame à deux ronds pour rien. Ouais, et d'autant plus que ça joue à rien sur la suite de l'histoire. Hein. Je veux dire, on a essayé de me dire en commentaire que le bébé qui a failli mourir-né, il est un peu plus lent que les autres, il boite un peu. J'ai pas du tout remarqué ça dans l'histoire et j'ai pas eu l'impression une seule seconde que ça jouait un rôle important. Donc, ouais, je sais pas, il y a peut-être un chien qui traîne la patte à un moment donné, mais ça joue pas un grand rôle dans l'histoire, c'est pas comme si on jouait énormément là-dessus. Ça aurait pu être n'importe quel autre gamin qui est un petit peu plus lent que les autres, chiot, et puis ça aurait été pareil. Donc, et voilà, il y a énormément de trucs comme ça, où on peut dire, ah tiens, c'est comme dans c'est comme dans l'œuvre de départ, et on se dit, ben peut-être que dans l'œuvre de départ, c'était bien fait, mais pas ici. Et si ça se trouve, c'était mal fait dans l'œuvre de départ à ce moment-là. Si on voit le film tel quel, et je le pense sincèrement, je trouve que c'est intéressant comme point de vue de voir un film par rapport à sa qualité d'adaptation, par rapport à ce qu'il adapte au départ. Je le pense sincèrement. Je le trouve sincèrement. Après, il ne faut pas non plus oublier que ce film est censé s'adresser à des personnes qui ne connaissent pas forcément l'histoire de base. On est censé prendre cette histoire telle qu'elle existe. Telle qu'elle existe comme ça, indépendamment sur le principe. Donc l'histoire doit partir du principe qu'on ne connaît pas le matériau de base. C'est le principe d'énormément d'adaptations, d'énormément de remakes ou quoi que ce soit. Je connais personne qui va dire ah mais on va complètement rapidement montrer ça parce que oh, vous savez que ça s'est passé dans l'œuvre de départ, on va pas vous montrer ça intelligemment ou quoi que ce soit. C'est débile. Je suis désolé, c'est débile. Je suis d'accord pour dire qu'on puisse mal le prendre quand une œuvre adaptée ne reprend pas bien l'ambiance, le ton, l'intelligence des personnages ou quoi que ce soit dans l'œuvre de départ et que ça en fait une œuvre moindre et que c'est légèrement insultant pour le fan de départ. Mais vanter une œuvre simplement parce qu'elle reprend bêtement un élément du matériau qu'elle adapte, je trouve que c'est très pauvre comme argument. Faut dire, elle reprend, mais est-ce qu'elle le reprend bien? C'est très important ça. Donc ouais, on m'a fait cette remarque à 2-3 reprises, pour moi ce ne sont pas de bons arguments. Ce n'est pas parce qu'on reprend assez fidèlement un élément de l'œuvre de départ que tout d'un coup ça devient génial. Ça peut être mauvais parce que c'est moins bien amené ou dans le contexte de notre adaptation, ça passe beaucoup moins bien, soit ça peut venir du fait que ça arrive, mine de rien, que l'œuvre de départ s'est plantée à ce niveau-là aussi. Ça peut arriver aussi à ce niveau-là. Donc pour moi, dire le bébé chien, le bébé chiot qui revient à la vie au bout de 5 secondes, c'est un truc qui était présent dans le roman de départ, je me dis je m'en fous. Ça passe super mal dans le film, donc ce n'est pas un argument pour moi. Juste un truc, je sais que j'ai tendance à m'acharner un petit peu dans ces mises au point sur les arguments qui me déplaisent, mais j'oublie pas qu'il y a énormément de commentaires que j'adore dans mes vidéos et je suis toujours très content de lire la grande majorité de ce que vous écrivez. D'ailleurs, même les personnes qui ont écrit en commentaire pour me dire cet argument-là, j'ai pas trouvé ça insultant ou qu'on me prenait de haut. C'est juste que pour moi, c'était pas un bon argument, c'est tout. Voilà, j'ai tendance à être un peu véhément, un petit peu un peu piquant et un peu méchant. J'ai peut-être l'air un peu méchant par moment, mais c'est pas parce que vous me donnez un mauvais argument que pour moi que je considère que vous êtes idiot ou quoi que ce soit.
C'est juste l'argument que j'aime pas. Mais la personne qui la donne, je n'ai absolument aucun problème avec elle. Nous sommes bien d'accord. Hein. Donc voilà, maintenant que c'est dit, troisième mise au point, on va faire un peu plus court là. On m'a repris à nouveau en termes de commentaires sur le tout récent compteur de t'as cru que j'étais mort pour me dire attends t'en as oublié et Blanche-Neige et Chang dans Mulan 2 et personne m'en a parlé mais aussi on aurait pu aussi me dire Anna dans La Reine des Neiges et, le truc avec ça c'est que j'aimerais mettre au clair ce compteur. J'avoue que j'ai pas été super précis, super clair à ce niveau-là, donc c'est pour ça que j'aimerais mettre au point ce que je veux dire par ce compteur de t'as cru que j'étais mort. Alors, ce compteur n'est pas là pour compter tous les passages où on croit que quelqu'un meurt, quelqu'un est mort, et pour qu'on nous révèle plus tard que non. Non, ça c'est pas ce principe-là. Ce compteur, il est là pour compter ces espèces de mini-drames. Ces espèces de mini-drames où on nous fait croire qu'un personnage est mort pour nous révéler genre une minute plus tard qu'il est vivant sans raison. Ça n'apporte absolument rien à l'intrigue. Vous auriez tout aussi bien pu montrer que ce personnage-là était vivant. C'est-à-dire qu'il était juste blessé, il va très bien, mais sans ce moment de drame où tout le monde pleure, oh mon Dieu, est-ce qu'il est mort? Et puis, non, il est vivant. Et ça aurait été exactement pareil. L'histoire n'aurait pas changé d'un iota. Je parle de ce genre de mort-là. Donc, ouais, je peux pas compter la mort de Chang dans Mulan 2 parce que cette fausse mort joue un rôle essentiel dans la fin de l'intrigue. Mulan qui croit que Chang est mort pendant un moment important, ça joue un rôle important. Blanche-Neige, c'est pareil. D'ailleurs, sa fausse mort, on sait dès le début qu'elle n'est pas réelle. Ça a été instauré avant que Blanche-Neige n'était pas vraiment morte. Elle était dans un état catatonique qui ressemble à la mort, ce qui reste un truc complètement débile de l'histoire pour moi. Pas aussi débile que le conte de base, mais tout de même un petit peu. Hein, parce que pourquoi tu pouvais pas faire un poison qui tue normalement? J'ai pas compris le délire. Mais voilà, on sait depuis le début qu'elle n'est pas réellement morte. Et donc, ouais, c'était pour mettre en scène les pleurs des personnages et le fait et la grande révélation du prince à la fin. Je veux dire, ça joue un rôle important dans l'histoire, c'est pas juste pour faire du drame cheap pour rien. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Et pareil, à un certain détail près, pour la fausse mort d'Anna. Ah oui, alors ça, je vais en parler un petit peu, mais il y a des gens qui croient qu'il était réellement mort et que je dis non, pour moi, elle n'a pas été réellement morte, c'est juste une malédiction, une espèce de truc magique que lui a balancé sa sœur, qui fait qu'elle se transformait en glace. À aucun moment, j'ai cru une seule seconde qu'elle était morte, parce que j'ai un cerveau. Non mais sérieusement, j'ai un cerveau, j'ai deux neurones, à aucun moment, n'importe quelle personne pourrait penser une seconde qu'elle va mourir et que c'est fini. Je sais qu'on pourrait me dire ça pour réponse, mais ça n'a absolument rien à voir. Réponse, c'est un putain de Deus ex machina de merde. Là, dans La Reine des Neiges, c'était évident. C'était évident. On nous parle d'un geste d'amour sincère. Il y a Anna qui sauve sa sœur. Voilà, elle a fait son geste d'amour sincère qui l'a sauvée. Ça a juste mis un petit peu le temps pour se mettre en place. Et voilà. Mais c'est tout, quoi. Pour moi, c'est pas vraiment une scène de fausse mort tant que c'était évident que ça allait venir comme ça. C'était juste de la mise en scène qui a un peu trop pris son temps. Voilà, ça aurait pu être un tout petit peu plus rapide, je vous le cache pas, mais pour moi c'était logique, évident, et ouais, la seule chose que j'ai à regretter énormément dans cette scène, enfin les deux seules choses que j'ai à regretter dans cette scène, d'une part Olaf qui explicite bien pour le spectateur teubé qui n'a pas compris. Ah bah ouais, tiens, c'est parce que Anna aimait Elsa qu'elle s'est délivrée de son sang. Ah, j'avais pas compris, je suis complètement stupide. Si. Et il y a le fait que je regrette beaucoup qu'on n'ait pas davantage développé la relation entre Anna et Elsa avant. Mais en dehors de ça, c'était évident. Pour moi, c'était super évident. Donc, c'est pour ça que oui, ces morts-là ne sont pas comptées. Je compte vraiment ces espèces de fausses morts qui sont ultra rageantes, où on nous fait croire pendant 30 secondes, une minute qu'un tel personnage est mort pour révéler bêtement après, ben en fait non, il est pas mort, juste pour faire du drame de merde.
Et ça, c'est... Je suis désolé, c'est niveau dramatique équivalent, je sais pas moi, la tarte à la crème, ce truc. Voilà, vous savez, le plus bas truc possible pour faire rire, hein, qui plaira au plus. Qui fera marrer un peu tout le monde dès lors qu'on réfléchit pas, bah c'est pareil quoi, ça vous fera pleurer le temps que ça dure dès lors qu'on réfléchit pas. Et ben je suis désolé, moi je réfléchis et ce genre de truc m'exaspère énormément. Et c'est, pour moi, le pire, le pire cliché que Disney a jamais fait. C'est dingue parce qu'au début, quand j'ai commencé la critique de ces films Disney, je pensais pas une seule seconde, et genre pas une seule seconde, que ce truc allait revenir aussi souvent, et donc j'y ai pas trop réfléchi les premières fois que j'ai vu ça. Mais plus ça allait, plus j'ai vu ça revenir et revenir et revenir, je me suis dit, mais bordel de merde, Disney, arrêtez! Arrêtez de me gonfler avec ça, bordel de merde! La mort, c'est un passage très fort, très touchant, très inéluctable, qui est un moment très marquant dans la vie, étant donné que c'est le dernier pour la personne concernée, mais pour les personnes proches, c'est un moment très marquant. Et ce genre de truc, une bonne mort pour moi, ça peut toujours très bien marcher dès lors que c'est bien mis en scène. Et je déteste ça. Quand on nous fait croire le personnage va mourir sans qu'il meure vraiment, juste pour un petit moment dramatique cheap à la con. Voilà, je déteste ça. Je trouve ça ridicule et foireux. Donc voilà, c'est plus un coup de gueule ce compteur. Je pensais pas une seule seconde le lancer. Hein, mais les 101 Dalmatiens, ça a été la goutte d'eau pour moi. Voilà, c'est tout. Et à partir de maintenant, j'ai déjà quelques idées de films en tête où ça va s'incrémenter ce compteur-là. Ça va dépasser les 20 sans problème. Est-ce que ça atteindra les 30? Le petit suspense, mais quoi qu'il en soit, ouais, pas fan du truc. J'espère avoir été clair sur ce que je voulais dire par mon compteur maintenant. Donc ne dites pas que j'ai oublié la fausse mort de Chang, parce que la fausse mort de Chang joue un rôle. Et voilà, donc voilà, c'était un petit truc relativement léger. Je sais qu'il y a des gens qui vont prendre mal certains trucs, j'imagine quand même. Mais ouais, c'était une dernière mise au point relativement légère pour conclure ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, j'espère que ce nouvel endroit vous plaît. N'hésitez pas à faire des critiques et des commentaires sur des améliorations que vous pourriez voir à 2-3 petits points. Si le cadre vous dérange ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Hein, voilà, même l'agencement de mes DVD ou quoi que ce soit, s'il y a des trucs qui vous déplaisent vraiment, si vous trouvez que ça ne va pas, n'hésitez pas à le dire. Je suis bien installé pour l'instant et j'espère que ce nouvel endroit vous ira très bien. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!